Your true wealth is your time and freedom. Money is just a tool for trading your time. It's a container to store your economic energy until you're ready to deploy it. But the whole world has been turned away from real money and has been fooled into using currency. A deceitful imposter that is silently stealing your two most valuable assets, your time and your freedom. Welcome to the rabbit hole. Chers amis, bonjour, c'est Cédric. Storytime. En 2011, un internaute chinois demandait sur un forum « Qu'est-ce qu'un étudiant doit faire pour investir au mieux 6000 yuan chinois ?» Donc à peu près 600 € à l'époque. Et il y avait un commentaire en dessous de Zhang Jia, le fondateur de 8BTC, la plus ancienne et la plus influente plateforme indépendante sur le Bitcoin. Mais ça naissait à l'époque, c'était le début. Sur la blockchain et la crypto dans la communauté chinoise à l'époque. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit « Achète du Bitcoin ». Zhang Jia, forcément, à l'époque, il a été ridiculisé par de nombreuses personnes dans les commentaires, tu vois, à l'époque. Parce que le prix du Bitcoin, c'était environ 3 $ en 2011, quasiment sur toute l'année sauf en juin. Mais si cet étudiant, il avait acheté du coup les 6000 yuan de Bitcoin, à l'époque, qu'est-ce qui serait passé ? Il serait devenu millionnaire aujourd'hui. Bon, spoiler alert, il a probablement pas fait. Et même s'il avait écouté les conseils et acheté du Bitcoin à ce moment-là, c'est très probable qu'il les aurait revendus quelques mois plus tard parce qu'en juin, de toute façon, ça a stabilisé entre 2 et 4 $ toute l'année. Ça n'a pas bougé beaucoup. Soit, eh bien, en fait, il aurait peut-être vendu quelques années plus tard quand le Bitcoin a atteint quelques centaines de dollars par unité. Il aurait certainement, tout vendu pour, encaisser, je sais pas moi, 50K, 100K, 500K éventuellement. Les gens, ils vendent généralement trop tôt leur Bitcoin. C'est ce qui serait passé. Enfin bon, peu importe. Ça, c'est un autre sujet. Ce dont je veux parler aujourd'hui, en fait, c'est des commentaires. C'est ce que les gens en pensaient à l'époque. Tu vois, à l'époque, personne ne pensait qu'un jour le Bitcoin atteindrait le prix de 60 000 ou 70 000 $ américains, l'unité qu'on peut voir aujourd'hui. Cet étudiant, il n'aurait pas pu imaginer ça. Et les personnes qui répondent sous le post, tu vois, à l'origine, ils auraient probablement pas pu non plus. Pourquoi ? Parce que, même en 2024, en fait, après toutes les informations et l'expérience qu'on a eue, tu vois, on a toujours des personnes aujourd'hui qui ont le même point de vue sur le Bitcoin et qui disent toujours que c'est une pyramide de Ponzi. C'est juste un jeu, tu vois, où tu te passes la petite bombe, le jeu de la patate chaude, en fait, et on verra qui se fera prendre en dernier, tu vois. Ou bien alors, c'est quelque chose auquel seuls les fous, les imbéciles peuvent croire. Au final, c'est qu'une grosse arnaque. Tout ça n'est qu'une vaste fumisterie. Voilà ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui en 2024. Ils peuvent tout simplement pas comprendre pourquoi quelque chose d'aussi intangible, quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher, qu'ils ne peuvent pas voir, pourrait avoir une valeur aussi élevée. Alors mon but dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de décomposer la logique fondamentale pour comprendre pourquoi le Bitcoin a cette valeur-là. Pourquoi ça a grimpé en flèche ? Pourquoi il a fait des fois 100, des fois 1000, les uns après les autres en seulement quelques années ? Si vous avez des amis sceptiques, si vous êtes sceptique à propos du Bitcoin, que vous savez pas comment leur expliquer, croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de leur expliquer clairement et en un rien de temps. Donc, commençons tout de suite. Avant de se lancer, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que l'argent. C'est que quand on comprend la logique de base de l'argent, que la raison de la valeur aussi élevée du Bitcoin devient plus claire. Le clip vidéo que tu as vu au début de cette vidéo, en fait, c'est la scène d'ouverture d'un documentaire financier qui est très connu, qui s'appelle Hidden Secrets of Money. C'est dispo sur YouTube, tu peux regarder si ça t'intéresse, tu peux le consulter. Certaines de mes réflexions d'aujourd'hui et inspirations pour cette discussion proviennent directement de ce documentaire. Ceci étant dit, maintenant, ce que j'aimerais te demander, c'est combien est-ce que d'argent t'as sur toi ? Peut-être tu vas me dire, j'ai 10 000 € sur mon compte bancaire que je peux dépenser avec ma carte de crédit, donc on peut dire que c'est sur moi, et j'ai 200 € en espèces dans mon portefeuille. Voire un peu plus, si t'aimes bien les espèces. Maintenant, laisse-moi te poser une autre question. Est-ce que tu possèdes vraiment cet argent ? Parlons d'abord du dépôt en banque. Si tu as quelques connaissances financières, tu sais que cet argent, quand tu le déposes à la banque, il reste pas dans le coffre-fort de la banque, tu vois, bien au chaud. La banque, après avoir conservé le taux de réserve de dépôt spécifié par la banque centrale, qui peut être de 0 d'ailleurs dans certains pays, elle va utiliser la majeure partie de cet argent pour émettre des prêts. C'est-à-dire que, tu as bien compris, ton argent, il est utilisé par la banque dans quasi sa totalité pour gagner de l'argent. Et il va pas forcément te donner des intérêts là-dessus. En fait, l'un des principaux moyens pour les banques de faire des bénéfices et de gagner de l'argent, c'est la différence d'intérêt entre les dépôts et les prêts. En d'autres termes, la banque ne garde pas notre argent, mais prend tout l'argent pour le prêter et gagner plus d'argent. Ainsi,
l'argent que tu déposes à la banque, en fait, essentiellement, ce qu'elle te donne en échange, c'est un certificat de dette à ton égard. Une reconnaissance de dette émise par la banque à notre égard. Donc, en théorie, on peut aller à la banque à n'importe quel moment pour échanger cette reconnaissance de dette. Et c'est pour ça que le solde de notre carte bancaire ou de notre compte en banque, en fait, c'est le même montant que cette reconnaissance de dette émise par la banque. Ok, qu'est-ce qu'il en est de l'argent liquide maintenant ? Vous allez peut-être me dire, ça oui, c'est mon argent, c'est à moi, ça m'appartient, n'est-ce pas ? Désolé de te décevoir, mais dans le monde d'aujourd'hui, toute la monnaie papier est essentiellement de la dette de la banque émettrice. En l'occurrence, ici, en France, par exemple, ça sera la Banque Centrale Européenne. Ah bon, je suis pas en France, je suis en Chine, mais en Chine, du coup, ça sera la Banque Centrale Chinoise. Quand je suis en Nouvelle-Zélande, c'est la Nouvelle-Zélande, enfin bon, t'as compris quoi. Ça ne représente pas de biens ou de produits réels, contrairement à avant, où d'ailleurs, c'est à représenter une valeur en or. Et l'émetteur n'est pas tenu de convertir la monnaie en actif tangible, comme de l'or, du coup, à l'époque. Sa valeur, elle est maintenue que par les lois et réglementations gouvernementales qui lui permettent de fonctionner comme un moyen d'échange. C'est reconnu parce que les gens acceptent que ça a de la valeur. Cependant, si le gouvernement il s'effondre, qu'est-ce qui se passe ? Cet argent, c'est plus qu'un morceau de papier. C'est pourquoi est-ce qu'on dit souvent, en cas de, pendant les temps de chaos, de guerre, etc., ce qu'il faut, c'est accumuler de l'or. En effet, ce qu'on a pu voir tout au long de l'histoire, quelle que soit la monnaie utilisée, les fiat, ça a toujours été lié à l'or jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et depuis le temps maintenant, d'innombrables monnaies fiat en fait ont disparu au fil du temps, mais l'or, il est toujours resté. Donc, sur la base des informations qu'on a maintenant, on peut tirer une conclusion. Qu'il s'agisse de notre solde sur la banque, sur le compte en banque ou des liquidités qu'on a, il s'agit essentiellement donc de reconnaissance de dette émise par diverses institutions, banques ou banques centrales, banque privée ou banque centrale. Bon voilà. Et on sait que chaque fois qu'il y a emprunt, on a une dette, il y a toujours un risque de défaut de paiement, même si c'est un gouvernement. Et d'ailleurs, l'inflation, c'est en fait la forme la plus douce de défaut de paiement. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Il imprime de plus en plus d'argent, diluant la valeur des obligations de l'argent qu'on détient et dévalue la monnaie en augmentant son offre. Et comme le gouvernement et la banque sont des institutions centralisées, ils peuvent presque sans effort ou avec une justification minimale en fait à apporter, faire des entrées dans leur livre comptable comme ils le souhaitent. Donc nous, on n'a aucun moyen de savoir à quoi sert notre argent déjà, ou pire, sans même nous en rendre compte en fait, l'argent qu'on devrait posséder de droit est dilué. Donc on a une diminution de valeur et ça c'est terrible. On se rend compte qu'à ce stade en fait, ce dont on aurait vraiment besoin, c'est d'une monnaie ou d'un ledger qu'aucun individu ou institution publique ou privée ne pourrait altérer à volonté, à souhait, Pour garantir la valeur, tout simplement, de l'argent qu'on détient, ça serait quand même la moindre des choses. L'or, c'était autrefois la meilleure option pour ça. Il nécessite très peu d'espace pour stocker une grande quantité de valeur. C'est le même partout sur la Terre. La valeur de l'or en Chine, là où je suis maintenant, c'est la même qu'aux États-Unis, en France, en Nouvelle-Zélande, Il est durable. Il se corrode pas, L'or utilisé dans le commerce égyptien il y a plus de 5000 ans existe encore aujourd'hui. Et son approvisionnement total, la quantité totale, est presque fixe parce que ça s'est formé lors des collisions d'étoiles, je sais pas quoi, neutrons, machin chose, à l'époque, quand la planète s'est formée, ce qui signifie que la quantité d'or sur Terre, elle est limitée. Même si une partie n'a pas encore été extraite, minée, elle est limitée. Mais l'or, même si ça a été utilisé comme tel auparavant, c'est pas forcément la meilleure monnaie non plus. Il y a aussi quelques défauts. Tout d'abord, c'est un objet physique. Donc certains peuvent le trouver lourd aussi, s'ils en ont beaucoup. Mais le principal problème, je pense, c'est qu'il représente un risque élevé d'être volé. Selon moi, c'est le plus gros problème pour l'or. Il est également confronté à des défis, comme pour la comptabilité, par exemple, ou la divisibilité. C'est pas facile. Tu peux bien évidemment avoir des petites pièces d'or, tu peux avoir des pièces en argent, Ça peut permettre d'avoir une meilleure divisibilité, mais au final, on est quand même un petit peu gêné. Donc si on pouvait avoir quelque chose qui pouvait hériter des avantages de l'or tout en surmontant efficacement ses défauts, qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça en fait ? Qu'est-ce que ça pourrait nous donner comme changement dans le monde ? Et c'est possible. Donc faisons un petit résumé des caractéristiques dont on a besoin et voyons ce qu'on a maintenant à disposition. Donc ce qu'on a besoin, c'est quelque chose de décentralisé. Pour l'or, c'est pas mal, on en a partout sur la planète, c'est la même valeur partout, etc. C'est assez pratique, on peut le transporter quand même. Bon, voilà, ok. Sécurité. Alors là, la sécurité, par contre, c'est un gros problème. L'or, c'est souvent volé, c'est pas facile à protéger, etc. La rareté pour l'or, on est ok. La commodité, le côté pratique.
Pour l'or, c'est pas forcément super pratique. La rapidité de transaction, pas pratique là si tu veux faire un virement en or. La divisibilité. La divisibilité, ok, on peut faire des petites pièces, etc. Mais au bout d'un moment, on est quand même bloqué pour faire des petits montants comme des centimes, des choses comme ça. Je sais pas si tu as vu, mais il y a des pièces d'or de 1 gramme, elles sont ridicules, tu les perds facilement, enfin bon voilà. Alors que c'est une grosse valeur. Bon, divisibilité, on a un gros problème ici aussi. Et c'est pour répondre à ces 6 caractéristiques que l'or artificiel a été créé, le Bitcoin. Ça répond à toutes les caractéristiques ci-dessus parce que il s'agit d'une monnaie basée déjà sur la technologie blockchain. Comme tu le sais, la technologie blockchain, ça peut être décrite comme un grand livre de comptes que tout le monde détient. Chaque transaction est synchronisée avec le livre de compte de chaque personne. Ce qui signifie que le monde entier vous aide à traquer vos transactions. Contrairement au paiement en ligne, par exemple, traditionnel, où il n'y a que toi et ta banque, en fait, qui savent ce qui s'est passé, la blockchain, elle te garantit que lorsqu'une transaction elle est effectuée, tout le monde peut voir d'où vient l'argent et où il va. Ça peut être un problème pour certains, mais pour d'autres, tu peux comprendre un gros point. Personne ne peut prendre ton argent et en faire autre chose sans ta permission ou sans ta connaissance, comme les banques traditionnelles le font. Personne, que ce soit clair. De plus, la création du Bitcoin a été conçue pour être éternel, pour exister aussi longtemps que la Terre existera. À moins, bien évidemment, qu'on arrête d'utiliser l'électricité ou Internet. Mais on sait que c'est pas possible, ça. Et par rapport à l'or, la circulation du Bitcoin est là aussi beaucoup plus pratique pour le transport ou tout ça. On le voit, on le comprend tout de suite. C'est pas la peine de faire mettre sup ou je sais pas quoi, tu vois. On a seulement besoin de connaître l'adresse du destinataire pour transférer le Bitcoin avec précision et en quelques minutes. Sans avoir à se soucier du transport de matériaux ou n'importe quoi, sans avoir, même par rapport à un virement traditionnel, t'as pas besoin de te soucier du taux de change, des banques intermédiaires, ou de devoir présenter des justificatifs à la banque. Ça répond parfaitement aux caractéristiques de décentralisation, de rareté, de sécurité, de commodité, d'anonymat aussi. Et ces éléments, ils constituent également la logique, du coup, sous-jacente du Bitcoin et établissent son statut d'or numérique aujourd'hui. Et d'ailleurs, comme de plus en plus de gens achètent du Bitcoin comme pour se protéger aussi, pour protéger son patrimoine, sa liquidité augmente également aussi. C'est aussi une bonne caractéristique à noter pour une monnaie, sa liquidité. Et la circulation aussi. Tu sais, en économie, on a un truc qu'on dit souvent, c'est la circulation apporte la valeur. Pour le dire plus simplement, en fait, plus les gens participent au réseau et le reconnaissent, comme pour la fiat d'ailleurs, plus la valeur augmente. Si les gens n'avaient pas confiance dans la monnaie papier des gouvernements, l'argent il ne vaudrait pas ce qu'il vaut aujourd'hui. Et donc là pour le Bitcoin, on a les guerres, les épidémies, les maladies, l'inflation et plein d'autres facteurs qui placent l'économie mondiale dans un état instable et qui fait que les monnaies fiat ont un risque de dévaluation de plus en plus élevé. Et donc forcément les gens vont de plus en plus vers le Bitcoin, ce qui augmente sa valeur dans le process. Donc, on peut dire que dans l'environnement actuel, en fait, le Bitcoin, il gagne de plus en plus la confiance des gens aussi. Il nous offre un nouveau choix, une nouvelle vitalité, en particulier donc face à l'inflation et à la dévaluation de la monnaie, ce qui rend notre richesse, notre patrimoine plus sûr. À mesure que davantage d'investisseurs, d'entreprises et de gouvernements rentrent sur ce marché et l'utilisent comme couverture, comme hedge, le Bitcoin joue un rôle le plus important dans l'économie mondiale et exerce un impact de plus en plus important. Bitcoin, ça a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto et maintenant, on a déjà quand même 15 ans qui se sont passés. Et au final, c'est pas si long en fait. En seulement 15 ans, la valeur de Bitcoin est passée de 10 000 Bitcoins pour acheter 2 pizzas, connaît l'histoire, à plus de 60 000 $ aujourd'hui pour un Bitcoin, avec une capitalisation boursière totale, une capitalisation de marché totale, un market cap comme on dit en anglais, sans précédent aujourd'hui. Des entreprises comme Tesla, Block et Coinbase sont devenues d'ailleurs ses fidèles partisans. Bien qu'il y a encore aujourd'hui des voix du coup sur le marché qui sont sceptiques à propos du Bitcoin, de plus en plus de personnes sont optimistes. Certains pensent d'ailleurs que la valeur future du Bitcoin pourrait atteindre des millions de dollars l'unité. Moi, je pense que, à mesure que le marché continue à se développer comme ça, forcément, l'appréciation du Bitcoin, c'est une certitude. Mais les risques sont toujours quand même assez importants, même aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a encore des gens qui y croient pas, je pense, parce que, comme on peut le voir, le prix peut parfois chuter brusquement de plusieurs milliers de dollars comme ça sur une journée, sur quelques heures, sur quelques minutes. Donc, par conséquent, si vous n'avez pas la capacité, en fait, de résister à ce genre de risque, il faut effectivement y aller avec prudence. Mais sur le long terme, dans tous les cas, en fait, on est gagnant. Enfin,
c'est que mon opinion ici, c'est pas un conseil en investissement, NFA comme les gens ils disent. J'espère que tout le monde garde en tête qu'il faut rester prudent, très très prudent. Lorsqu'on parle d'investissement, je fais que partager ici un avis. Je vous dis pas acheter du Bitcoin, ça va valoir des millions plus tard. Mais moi, personnellement, c'est ce en quoi je crois. Voilà, en fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est pas ça, c'est vraiment juste répondre à cette question que la plupart des gens qui ne comprennent pas le Bitcoin disent. Et non, ce n'est pas un système de Ponzi. C'est pas un truc pour les tarés et les geeks. C'est une alternative sérieuse à la monnaie fiduciaire et à l'or. Et elle se développe très, très, très vite. Ok, au début, c'était un truc de geek. Mais aujourd'hui, c'est un truc des gars qui gèrent la finance mondiale à Wall Street. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et pour ceux qui y croient toujours pas, effectivement, il est temps de creuser un petit peu le truc. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions ou surtout des désaccords sur ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire dans la section commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai encore beaucoup plus à partager avec vous. Donc je vous dis tout simplement à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.